Merci vous tous qui avez choisi Makolo Digital Radio Télévision pour vous informer dans son émission Analyse et décryptage, regard sur la République démocratique du Congo, animée par votre serviteur de tout le temps, John Kayembe, depuis New York City. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant. 3 présidents, une dette. Comment la République démocratique du Congo s'est réendettée après l'effacement de toute sa dette en 2010. Nous allons vous amener dans une plongée de 40 ans de gestion de la dette extérieure du Zaïre de Mobutu à la République démocratique du Congo de Félix-Antoine Tshisekedi. Analyse des choix politiques, des occasions manquées et des risques actuels de surendettement. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre intitulé « 3 présidents, une dette ». Comment la République démocratique du Congo s'est réendettée après l'effacement de toute sa dette en 2010. Nous développerons 2 points dans cette émission, à savoir 1. La grande crise économique du Zaïre, quand tout a basculé. Et au 2e point, nous allons parler effectivement de 3 présidents, une dette, 3 visions, 3 époques. Pour commencer, j'aimerais vous donner une historique. Bienvenue encore une fois de plus dans Regard sur la République démocratique du Congo, l'émission qui explore l'histoire, les dynamiques contemporaines de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée dans un sujet aussi technique que politique, la dette extérieure congolaise. Comment un pays qui a vu plus de 10 milliards de dollars de dettes annulées en 2010 se retrouve aujourd'hui avec 16 milliards de dettes extérieures en 2025? Point 1. La grande crise économique du Zaïre, quand tout a basculé. Nous avons pris tout le temps pour comprendre l'histoire, les défis et les espoirs de la République démocratique du Congo, alors Zaïre. Aujourd'hui, donc, je vous amènerai dans les coulisses d'un effondrement économique silencieux, mais profond, celui du Zaïre entre 1973 et 1997. Une crise de plus de 20 ans qui a transformé un pays riche en ressources en un géant aux pieds d'argile. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué cette crise? Comment un État si prometteur a-t-il sombré dans la faillite? Nous vous racontons tout ici et maintenant. On est en 1973, à la tête du pays, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumwendo Ozabanga, figure centrale d'un régime autoritaire solidement installé depuis bientôt 10 ans. Je vous rappelle qu'il avait pris le pouvoir par coup d'État en 1965. Cette année-là, c'est-à-dire en 1973, Mobutu lance une mesure phare dite la zarianisation. Officiellement, c'est une décision pour rendre l'économie plus authentique, plus nationale. Concrètement, c'est une naturalisation massive des entreprises appartenant aux étrangers, des magasins, des exploitations agricoles, des usines et j'en passe les meilleurs. Tout passe sous contrôle des Zaïrois. Mais voilà, ces entreprises sont souvent remises à des proches du régime sans expérience, sans formation, sans même une idée claire sur ce qu'elles doivent produire. Et très vite, les faillites s'enchaînent, les tissus économiques se désintègrent, l'agriculture stagne, l'industrie ralentit et les premières pénuries apparaissent. Mais ce n'est que le début. Les faillites s'enchaînent, le tissu économique se désintègre, l'agriculture stagne, l'industrie ralentit et les premières pénuries apparaissent, mais ce n'est que le début. Car cette même année, un autre coup dur frappe le Zaïre, la chute brutale du prix du cuivre sur le marché mondial. Or, le cuivre, c'est le pilier de l'économie zaïroise. Moins de recettes à l'export, moins de devises pour le pays, moins d'importations possibles. Et pour rien arranger, le prix du pétrole flambe, le coût des importations explose aussi. Bref, un cocktail explosif.
une économie désorganisée à l'intérieur et étranglée à l'extérieur. Dans les années qui suivent, le pays s'enfonce davantage. L'État devient dépendant de l'aide internationale, mais une grande partie des fonds est détournée. La corruption gangrène tout, des mines au marché, de l'administration à l'armée. Le pays ne produit plus assez pour nourrir sa population. Il importe tout, il s'endette massivement. Au début des années 80, le Zaïre entre dans un cycle de dépendance au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. En échange de prêts, le régime accepte des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire réduction des dépenses publiques, privatisation des entreprises et la libéralisation de l'économie. Sur le papier, ça peut sembler logique, mais sur terrain, c'est une saignée totale. Les services sociaux sont démantelés, les fonctionnaires ne sont plus payés, l'inflation explose. Écoutez bien ce chiffre. En 1994, l'inflation au Zaïre atteint 9800%. Oui, vous avez bien entendu, 9800%, une économie en chute libre, une monnaie qui ne vaut presque plus rien. Pendant ce temps, les élites continuent de vivre confortablement. Le fossé entre la population et les cercles du pouvoir se creuse davantage. Les infrastructures se dégradent, les routes deviennent de plus en plus impraticables, les écoles ferment, les hôpitaux manquent de tout. Et puis, on arrive en 1997, c'était la fin du régime du maréchal Mobutu Sese Seko. Mais le mal est fait. Le revenu réel par habitant a été divisé par 2 depuis 1965, quand Mobutu a pris le pouvoir par le coup d'État. Le pays s'exangue, a perdu plusieurs décennies de développement. Ce qu'on retient de cette crise, c'est qu'elle n'est pas née d'un seul événement. C'est un effondrement progressif, nourri par de mauvaises décisions politiques, des chocs économiques internationaux et une corruption généralisée. Et surtout, un système qui a mis l'État au service d'une élite au lieu de le mettre au service du peuple. Il faudra attendre les années 2000 pour qu'un début de reconstruction économique voie le jour. Mais les cicatrices sont encore très profondes. Et les leçons de cette période restent d'une brillante actualité. Passons maintenant au deuxième point. 3 présidents, une dette, 3 visions, 3 époques. Commençons encore une fois par Mobutu. Une dette sans retour. Nous sommes dans les années 1970-1980. Le Zaïre dirigé par Mobutu Sese Seko est l'un des pays africains le plus courtisé par les puissances occidentales. Le président emprunte massivement près de 13 milliards de dollars au total auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la France, de la Belgique et même des États-Unis. Mais très vite, cette dette devient une coquille vide. Les projets promis ne se réalisent pas, les fonds sont détournés, réinjectés dans un système de prédation au sommet de l'État. Le terme dette odieuse revient souvent, une dette contractée par un régime illégitime pour des usages contraires à l'intérêt du peuple. Au fil des années, le pays s'enfonce, l'économie informelle devient la norme, l'État n'a plus de budget, les salaires sont impayés, les écoles abandonnées, la dette, elle, continue à accroître. En 1997, Mobutu chute, la dette, elle, reste. Ainsi, nous allons dans la période de Laurent Désiré Kabila, que nous qualifions de un silence budgétaire. Quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir en 1997, il hérite d'un État brisé et d'un passif colossal. Mais, contrairement à son prédécesseur, il n'augmente presque pas la dette extérieure. Pourquoi? Tout simplement parce que la RDC est en guerre, parce qu'elle est isolée et surtout parce que les bailleurs de fonds ne font pas confiance à ce nouveau pouvoir militaire venu de l'Est. Durant ces 3 ans de règne, il tente de redresser l'appareil de l'État, de reprendre le contrôle du territoire et d'imposer sa légitimité. Mais ce travail de fond ne suffit pas. En 2001, il est assassiné et son fils prend le relève.
Ainsi, nous passons au troisième président, c'est Joseph Kabila. Et cette période, je l'intitule « L'effacement puis la reprise ». Effacement de dette, voulais-je dire, et la reprise d'endettement. Joseph Kabila, à la tête du pays pendant 18 ans, prend une toute autre direction. Il rétablit les relations avec les institutions financières internationales et en 2010, la République démocratique du Congo entre officiellement dans l'initiative PPTE, c'est-à-dire Pays pauvres très endettés. Résultat, plus de 10 milliards de dollars américains de dettes annulées, soit près de 90% du stock hérité de Mobutu. C'est un tournant. Pour la première fois depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est relativement libre d'endettement. Mais cette opportunité historique est vite rattrapée par les réalités politiques. Entre 2010 et 2019, le pays recommence à emprunter. Les partenariats avec la Chine se multiplient notamment via le contrat infrastructure contre minerais qui engage le pays sur plusieurs décennies. À la fin de son mandat, la dette reste maîtrisée autour de 5 à 7 milliards, mais les risques s'accumulent. Ainsi arrive Félix-Antoine Tshisekedi, et cette période, je l'intitule « La dette repart à la hausse ». Avec Félix-Antoine Tshisekedi, la trajectoire change rapidement. En 7 ans, la dette extérieure passe de moins de 9 milliards à plus de 16 milliards de dollars. Les raisons sont multiples et justifiées. Grands travaux d'infrastructure, c'est-à-dire la réhabilitation des routes, construction et réhabilitation des écoles, projets énergétiques. 2. Dépenses sociales avec ce que nous appelons gratuité de l'enseignement primaire et surtout de la santé également. Et juste quand il est arrivé, il s'est mis à la lutte contre la pandémie de Covid qui a absorbé beaucoup d'argent. Et surtout une gestion marquée par des engagements électoraux coûteux, parfois peu budgétisés. Ça, c'est un élément très important. Je crois avoir partagé cet élément avec le président Félix Tshisekedi quand il était ici à New York, juste avant qu'il soit président, donc l'année avant. On avait beaucoup parlé là-dessus et j'ai beaucoup insisté sur ce point-là. Il pourra se rappeler s'il suivait cette émission. La dette repart donc fortement à la hausse et les bailleurs de nouveau s'interrogent. La République démocratique du Congo s'endette-t-elle de manière productive ou risquée? Les projets financés ont-ils un impact réel sur la population? Et le pays pourra-t-il rembourser dans 10 ans ou 20 ans si sa base fiscale reste aussi faible? Avant de chuter, après avoir fait cette analyse, nous voulons maintenant voir les enjeux et surtout, qu'est-ce qui peut se faire? Alors, nous parlerons des enjeux et perspectives. L'histoire récente montre clairement une chose. Le problème n'est pas seulement la dette, c'est ce qu'on en fait. Lorsque la dette finance des détournements, des salaires fictifs, de contrats opaques, elle appauvrit le pays. Mais lorsqu'elle est utilisée à bon escient pour construire, éduquer, produire et peut changer toute une nation. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des défis majeurs à relever. 1. Renforcer la transparence budgétaire. 2. Limiter les emprunts non conventionnels. 3. Améliorer la mobilisation des recettes internes. Et enfin, 4. Soumettre la dette à un contrôle parlementaire réel. En 2010, le pays a été pardonné. En 2025, il n'est donc plus question de pardon, mais de responsabilité. Et voilà que nous avons analysé, décrypté la situation et nous avons donné quelques suggestions. En somme, qu'est-ce que Don Kayembe voulait dire? 3 présidents, une dette, 3 visions, 3 époques. Si l'histoire économique de la République démocratique du Congo nous apprend quelque chose, c'est que la gestion de cette dette est toujours un choix politique. Et ce choix, tôt ou tard, se paye dans les urnes, dans la rue, dans les hôpitaux publics abandonnés.
Vous venez donc d'écouter l'analyse et décryptage regard sur la République démocratique du Congo de votre serviteur Don Kayembe sur Makolo Digital Radio Télévision depuis New York City. Une émission pour penser l'histoire, l'économie et la politique congolaise autrement. Rendez-vous donc au prochain numéro et d'ici là, restons vigilants, informés et engagés. Merci de nous avoir écoutés. Si cette émission vous a intéressé, et je l'espère qu'elle l'a fait, n'hésitez donc pas à la partager, à vous abonner sur nos différentes plateformes préférées ou à nous laisser un commentaire. Vos retours comptent énormément pour nous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.